Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire spécial French Tech Grand Paris et Deloitte, où nous allons vous présenter les TMT Predictions avec Duncan Stewart, qui est le directeur de la recherche à Deloitte Canada. Et nous suivrons cette intervention avec une table ronde sur la télémédecine et le cloud, avec l'iPhone, Care, OVH Cloud et SAP. Voilà, donc on va switcher à l'anglais rapidement parce que Duncan est plus à l'aise en anglais. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions directement en anglais dans le chat pendant les présentations de ces prédictions ou en français si vous souhaitez que je les traduise directement. Et je vais vous faire la petite introduction en anglais et puis we're good to go. Hi everyone, welcome to this webinar with Deloitte and French Tech Grand Paris. I will introduce you to Duncan Stewart, who's the Director of TMT Research at Deloitte Canada and who has in stock a lot of predictions for 2021 in terms of cloud and telemedicine. And there you go, Duncan, you can just start. Merci beaucoup et bonjour à tous. Thank you very much for inviting me. I wish, as always, that I was in France for real rather than just virtually, but maybe this summer, maybe the fall, maybe next year, we'll see. Deloitte published a series of predictions this year, 9 predictions back in the start of the year, and I've been talking about these predictions around the world. So what I'd like to do today is share with you not only what our predictions are in 2 areas, cloud and intelligent edge, and in telehealth, telemedicine, but also some feedback that I have been getting, as well as subsequent Deloitte research that was not originally part of the prediction, but I think provides some value-added context. Everybody ready? Let's go. Start off with video visits. What's the Deloitte prediction? Our prediction is that the percentage of video visits in 2021 will be 50 times higher than it was in 2019 at 5% around the world. Why does that matter so much? Because going to the doctor is a massive market. Our estimate is that there's about 8.5 billion doctors' visits per year in the OECD 36 alone. That's worth $500 billion. Obviously, 5% of that is more than 400 million visits and about 25 billion in value. But wait, it's much, much larger than that. There are a number of telehealth virtual visit solutions. These are solutions companies, software companies, technology companies that specialize in telehealth. Recently, in North America, there was a merger between Teladoc and Livongo. You probably have heard of them. Here in Canada, we have a company called Maple and one called Click. And one of our phone companies, TELUS, actually has a health division that specializes in this. In France, of course, you have Doctolib, you have Care, who is joining us on today's call. So this is a global phenomena. We see those virtual visit solutions providers being well over $8 billion in revenues this year, growing double-digit rates. Now, there's another category that people don't always remember. If I'm having a video visit with the doctor, I can see the doctor and they can see me. And maybe if I've got a cut on my arm, I can show them that. However, there's an awful lot of important medical information that you cannot access just over a video link. I was at CES in Las Vegas in January, virtually, of course, and some of the hottest areas that I saw were in the area of home healthcare monitoring and diagnostic. These are not toys. These are FDA-approved devices. We see that market. This is for monitoring things like blood pressure, blood sugar, pulse oximetry, EEG, EKG, atrial fibrillation. You get the idea. We see that market as those devices as being over $33 billion this year, growing once again at double digits. So it's a big market. Obviously, this was catalyzed by the pandemic. We've talked about telehealth for years, but it took COVID-19 to really dramatically provide a point de basculement for telehealth, telemedicine in general. Some of the numbers you may have seen from the US, Medicare primary care visits rose 435 times, a big number. Department of Veterans Affairs, Video Connect rose 12 times. In a press release, I saw Doctolib said they saw video consults rise 100 times. Lots and lots of data points out there, but it's complicated.
because there's different ways that you can provide telehealth. So let me drill down. This is a fascinating study. This came out, this is from the Ohio State University Wexner Medical Center. If you've never heard of it, it's kind of like, you know how the Mayo Clinic is in Rochester, Minnesota? This is like that, but in Columbus, Ohio. It's one of the leading health centers in the United States. What they saw is in the first week of March last year, you can see that telehealth was 0.1%. Almost nobody really used telehealth. However, as the pandemic got going, we see interesting growth here. Telehealth rises to 92% of total visits. Wow! However, more than 70% of that was just over the traditional voice call. Video was a little bit smaller at about 20%. Interesting. 4 weeks later, we see a complete flip, a complete transition, where telehealth is still very high, 92%. However, the percentage that's video is now 70%. More than 7 out of 10 of all of the visits were now done over video. What do you think caused that transition? Well, I have some data here. This is from the UK rather than the US, but I think the numbers would be really similar around the world. You can look at many of these categories. This is just personal video calls. This doesn't even count stuff you're doing for work, right? As you can see, the percentage of people in the UK as of February 2020 who had, were regularly making video calls, video face-to-face calls, doubles between February and May. And if you look at something like Zoom, it went from basically 0 to nearly a quarter of people. What we saw, and I'm going to go back a slide, what we see here is, I would argue, a learning curve. I'll tell you that as of the end of March, I might have done, for my work, maybe 1 or 2 or 3 Zoom calls. By April, I think I'd done 200 or 300 Zoom calls. So we all became video experts. And it's not just Duncan, who's 56, and it's not just my kids who are in their 20s. My mom, who's 80, 81, she does video calls all the time now, because that's how she talks to her grandchildren. It's how she talks to me and my sister. It's how she talks to my dad. My dad's in long-term care. He's about 15 kilometers away from where mom lives. And she has a call with him every day over a tablet. And so I'm making a point here that there's been a learning curve, and we're all video experts. Now, that's not always the case. In some areas, at Duke, another US medical center, the video visits grew enormously, but stayed at about 20–25%. In Belgium, for example, 98% of telehealth during the pandemic was done over the phone, and only 2% on video, which is interesting. On the other hand, psychiatric treatment, more than 2/3 was done over video. So it varies by country, it varies by specialty, lots and lots of interesting stuff going on there. Okay, Duncan. Okay, we get it. The pandemic accelerated video visits. But what happens going forward? A Deloitte study conducted in the United States that we released on February 18th answers that question in some interesting ways. Now, for those of you who don't follow the healthcare space particularly closely, these top 2 categories, chronic condition management and primary care, they are responsible for about 60 to 70% of all doctors' visits worldwide. And what we did is we asked them during the peak of the pandemic, what was the highest percentage of visits you were doing during the peak of the pandemic? And as you can see, 40–45% of visits were being done virtually. Now, here comes the interesting bit. We then asked 50 of the top clinical leaders in the United States, what is the best level? What is the right level? What is the optimal level going forward? And I would have guessed ahead of time that they would have answered 5%, I don't know, 10, maybe 15, 30 to 34. There has been a shift as a result of the forced experiment in this area where doctors, patients, hospitals, healthcare, insurance, governments all have said virtual visits are a brilliant screening tool. Instead of defaulting to going into your doctor's office or clinic or hospital as the first step on your health journey, why don't we start off with a video call where the doctor, the health professional can assess you and either solve your problem, which is great, nobody needs to go anywhere, or they can actually say, come on in, or go to a hospital, or go to this clinic, or go to this specialist. It's a form of triage.
where it is a tool that the medical system can use to reduce the total number of in-person visits, reduce costs, increase accessibility of care. All in all, I think that our prediction of 5% video visits may be true in 2021. But I think that by 2025 or 2030, I think it will be even higher, 15, 20, 25, 30%. Our next topic that I want to discuss today is cloud. Now, it's kind of a funny prediction because I say cloud revenues are going to grow at 30%. And people are like, well, that's not that exciting. They grew at 30% in 2019 too. The interesting thing is not that cloud grew 30% in 2020. It did. The important thing is that cloud grew 30% when non-cloud shrank at double digits. We have seen a remarkable pivot. Worldwide, this is all enterprise compute tasks. And in every industry, every country, globally, around the world, as of 2019, cloud, now whether that's public cloud, private cloud, hybrid cloud, multi-cloud, doesn't matter. Cloud was big. Cloud was growing, but cloud was still less than half of the total enterprise workload. It was like 40, 41, 42%. Fast forward only 2 years, and you can see that by the end of 2021, cloud has now risen to 65-ish%, nearly 2/3 of all tasks. Meanwhile, on-prem has dropped from roughly 60% to roughly 35%. That is, in the words of Satya Nadella, CEO of Microsoft, 2 years of digital transformation in 2 months. We have seen just a remarkable pivot. There's some data out there supporting this. When we take a look at deep packet inspection data around the percentage of the number of bits out there on the internet that are due to the enterprise cloud, cloud data traffic doubled year over year as a result of COVID. ETFs, if you've been an investor in this space, you'll know that cloud software and service companies rose almost twice as much as the NASDAQ in 2020 and 4 times as much as the S&P 500. The CapEx numbers on this are just insane, about $150 billion in 2022. One point I do want to make, sustainability is a theme at Deloitte. It's a theme at every company. ESG and sustainability are the new must-haves across every enterprise. Some people say that the cloud is not sustainable, and that's crazy. You want to know what's bad for the environment is not me doing a webinar like this over the internet. It's flying Duncan to Paris and back. So doing something in the cloud is almost always more sustainable than doing it in real life. Doing something in the cloud is almost always more sustainable than doing it on-prem. And doing something in the cloud is more sustainable than it used to be. This is a chart from Google, but it would be true of many, many of the large tech companies out there. This is Google's power usage efficiency, PUE rating, going back over time. Take a look at the red one. It's more useful. It's the trailing 12-month number. As you can see, so what we're looking at here is, if I take a look at 100 kilowatts of electricity going into a data center, what percent is used for all of the cooling and air movement and backup power and lighting, and what's waste and what is actually used for processing? As of 2020, according to Google, across all of their large data centers worldwide, they are averaging 90% of the energy that they use goes for processing, and only 10% is inefficiencies. That number is down from over 20% inefficient just 12 years ago. So there's been some remarkable progress. And you can see in 2020, it's not a lot, but even dropping 1% matters a lot. So we're seeing some tremendous, my phrase on this slide, the cloud is green, okay? Le nuage est vert. Does that make any sense? I don't know. Couple points that I wanted to give you. This is feedback from clients of mine around the world over the last little while. One thing that I've been hearing is that some of my clients were cloud cautious. You know, they were like, yeah, we do a little bit in the cloud, but not that much. We're worried. We're worried about security. We're worried about privacy. We're worried about sovereignty. We're worried about price, vendor lock-in, reliability, all of those sorts of things. Sometime in
March, April, May of last year, all of a sudden they had to significantly go deeper into the cloud very, very rapidly in order to stay in business. And they discovered something. The world didn't end. Yes, there are still issues. Of course, there are issues around cost control and vendor lock-in and sovereignty and privacy and all that kind of stuff. However, having moved to the cloud, they've kind of discovered that things there are manageable. And there's two implications as a result of that. One is a lot of the ones I've talked to have said, we moved a lot to the cloud in 2020, and we're not going back to on-prem. We've gotten rid of all that gear. So one part of it is they're not going to retrace their steps. The second thing is we've got a roadmap, they tell me. We've got this kind of plan, 3-5 year plan, and we are accelerating our move to the cloud going forward because we now trust it. We are now more comfortable with it, that it is the right path going forward. So that kind of 30% per year growth in cloud, we see as sustainable for a few years. Now, this bottom slide at the right confuses a lot of people. They don't quite understand it. This is the sort of thing where some of my clients have said to me, Duncan, we didn't actually move to the cloud that much during the pandemic in March and April, but in July and August and September and October, and so far this year, our large enterprise software provider, our vendors, our ERP provider, our database provider, they are saying, we are moving to the cloud and you are coming along with us. The idea I have for this is I call this vendor drag along. Even people who were not willing to move to the cloud are effectively being pulled onto the cloud because their large vendors are doing it for them. I've got a quick prediction here on the intelligent edge. This matters so much for cloud. It's a really important topic. It's all about edge computing. Now, as you know, there are data centers that are here in Canada, for me, are located 7,000, 8,000, 9,000 kilometers away. And sometimes I use those. Sometimes there's data centers, in New York that are maybe a few hundred kilometers away. Sometimes there's data centers much closer, but sometimes I need to put the data processing, the AI, the machine learning, the intelligent edge less than 50 kilometers away from the users. We call that the intelligent edge. We think that's a $12 billion market this year, growing up 100% from where it was in 2019. Now, in the early days, we think that of that 12 billion market, 70-ish, 60, 70, 80 maybe percent of all of the spending on the intelligent edge is coming from telecoms and hyperscale cloud providers, usually working together. The idea is the hyperscalers absolutely need to move processing power closer to the end user, okay? But they don't have all of the points of presence and the customer relationships to necessarily build them that way. So they are working hand in hand with the telcos. So that's a really big story for now. Going forward, we think the market expands into manufacturing, industrial, and supply chain. No single provider owns the intelligent edge at this point. Now, many people at this point say, Duncan, can you give me some examples of the intelligent edge? Sure, let's do that. So at the consumer level, gaming, anything to do with gaming in the cloud has to be done because of latency and response time and stuff like that. What would be some other applications? Consumer video, anything to do with video streaming, you got to push that. Now let's go more enterprise. Robots in your factory, self-driving vehicles on a mining site, drones surveying power lines. Intelligent edge, intelligent edge, intelligent edge. Airports trying to do facial recognition in real time as potential terrorists are being screened for. Why? How does this all work? So there's three main drivers about why you would want to use the intelligent edge. First is latency. If you need a really, really fast response, you can't send things 12,000 kilometers, okay? So driving down latency is one of the big drivers. The second is the volume of transmission. Using the cloud is great, but let's use that airport example. Taking every person's face and video and sending it 12,000 kilometers in order to do the processing makes no sense. The transmission costs would be incredibly high.
But the third thing is autonomy, resilience. If I am at an airport and I'm wanting to screen for potentially dangerous people, I can't afford, high latency or even a complete failure of the network. So what I would end up doing is I have an intelligent edge device, probably located in the airport. Even if the network goes down, I can still continue to screen for people. Now, couple points. This is not new. It's decades in the making. It doesn't replace the cloud. It works with the cloud. It makes the cloud better, faster, more affordable, more resilient. There are real world examples out there. A port in Asia Pac, just as this is a real one, reduced labor costs by 70% and efficiency increased by 30%. The ROI on this kind of thing is a no-brainer. As part of the ongoing growth to cloud, we also see tremendous growth in the intelligent edge. On that note, I'm going to stop sharing my slides and ask if there's any questions. Thank you so much, Duncan. Do we have any questions for Duncan? I think people are typing. I have a few of my own, but I'd like it to be as organic as possible. Okay. Maybe you want to start things off. So you're talking about medical virtual visits. Do you think they're age sensitive? Like, because we know that young people have access to that kind of technology, but does it apply to everyone? And do your predictions apply to all kinds of people? And what about older people, for example? So older is not the big barrier. We have data from the UK. Back around 2016, about 33% of people in the UK over the age of 65 did not have a smartphone, tablet, or computer. About 1 in 3 did not have technology. As of our 2020 survey, the percentage who do not have one of those devices, 2%. So it's not by and large old people. Basically, your grandmother now has a smartphone and she knows how to use it and she's used to video calls. And here in Canada, a good example, you know what 80-year-olds hate? They don't hate smartphones. They don't hate tablets. They don't hate Zoom. You know what they hate? They hate going outside, slipping on the ice, fracturing their hip, and dying in a hospital of pneumonia. That's a really big barrier. In fact, I predict that over time, the single biggest market for virtual visits will be the elderly because they're most frequently the ones who find it difficult to go to the doctor. But is there a group of people for whom this is a problem? Yes, but it's not about age. It's about income. It's about education. It's about do they speak the language? Are they recent immigrants? Are they from marginalized communities? The handicapped and so forth. Those are fairly obviously you can't do a video call if you can't see. Right. So there are absolutely access issues, but it's not about old people. It's about that sort of more marginalized communities. Okay, very clear. So we have a few questions from Richard, for example. He says, "Hi, Duncan. How do you see the digital twin market?" Big, growing. That's a business Deloitte's actually in. One of the problems I have with it is I have good vibes around the sense that it's large and it's growing, but it's really hard to measure. I have not seen any super good data on what is the exact dollar size. However, I certainly do see growth in it. One comment I will make is one of the things that a lot of people have been really interested in about is the digital twin and how it marries up with 3D printing / additive manufacturing. The 3D printing market did not grow as fast as I would have thought in 2020. A lot of people thought, due to supply chain interruptions, that we would see tremendous growth in additive manufacturing. You know, I can't get stuff from China, I'll just print it here. That did not happen. Sales of 3D printers in 2020 actually were down 11% compared to 2019. Now, we may see a bounce going forward, but right now, I know this isn't specific to digital twin, but it is interesting because the 3D printing market is one of the ones that we thought would accelerate digital twins. That doesn't seem to be happening, and I'm not quite sure why. Okay, very clear. There's a great question there from Raphael. Can I take that one? Of course, feel free. Duncan, in the growth of the intelligent edge, do you believe the telcos will be able to get a slice of the value of the edge computing, or hyperscalers will reap all of the value? Raphael, I love you. That is the most awesome and perfect and incredible question, which is why I'm shouting it out right here. Right now, absolutely, telcos and hyperscalers
are, how would I say, les grands amis. They're the best of friends. They love each other, and they're going to market, and there's partnerships in Belgium. Proximus is working with Microsoft, and AT&T is working with so-and-so, and Verizon is working. Yay, everybody's friends. That's because it's early days in the market. The question, Raphael, I think we want to ask is, for the next 3 to 5 years, can telcos grab a slice of the market? Yes. Will they be allowed to keep it 5 and 10 years in the future? Or will this be one of those technology industries where the really big scale players steal all of the revenues and profits and margins? That's unclear. Right now, there's no way that the hyperscalers can gain access to the literally thousands, tens of thousands of edge points where you need to locate the intelligent edge. So for now, absolutely, telcos have an opportunity. But will they keep it? Nobody knows. Great question. Love that one. Do you want to keep it? Do you want to take other? No, you do the next one. I just like that one so much. It's such a good question. Yeah, it's such a nice shout out too. So we have a question about any application with intelligent edge for smart city services. Ooh, that's from Yvan Michel Ekirk. At a guess, he's from Alsace, but maybe not. Yes. So one, Yvan Michel, I hate the word smart city. I hate it because it's too broad. Are you talking about transit or smart sewers or electrical grid, roadways, public security? There are multiple. So let us now throw out smart cities. Let's talk about some of the applications. Some of the stuff, you don't really need intelligent edge for smart cities. Smart sewers and smart water and most electrical grid stuff, you really don't need that. But now let's talk about public security. Cameras for public safety, detecting riots and violence, that stuff, 100%. You absolutely have to have intelligent edge. Nothing else will work there. Transit, it's mixed. Sometimes you need intelligent edge, sometimes you don't. Certainly, the one that I would watch going forward, not for 5-10 years, but is increasing autonomous vehicles as we see self-driving cars. That will absolutely require intelligent edge. It's high data volumes. It needs to be resilient, and the latency is an issue. So that, in terms of smart cities, public safety is probably the biggest one. But over the next 5-10 years, watch out for roadways, traffic, vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure, V2V, V2I kind of stuff. Huge market, literally hundreds of billions of dollars in value over the next decade. All right, got it. So we strike smart city from our vocabulary. Well, I see Yvan Michel smiles and he says he hates the term too. So. There we go. So we have another question about intelligent edge. Does it allow better data property or sovereignty? That is, I don't know. I mean, what's the old phrase? You know, is that a question or a statement? He knows, or she, whoever wrote that, they know the answer. Of course, you know. Yes, one of the significant advantages to the intelligent edge is that it is inherently more sovereign, more private, more secure. If I keep my data at Charles de Gaulle airport for security, and it never leaves the airport and it never goes to California, it is inherently more sovereign, more secure, more private. You can't lose the data, you can't steal the data, it doesn't sit on some server somewhere else. One of the enormous advantages of intelligent edge is all around that. I didn't mention that as it's not always the first thing that people are thinking about, but if I have my list of, remember latency, data transmission, and resilience, number 4 would be sovereignty, privacy, security. Should also theoretically be significantly more safe in terms of cyber attack. If I'm able to put intelligent edge devices on my or near my cameras and other sensors, I am actually better at protecting against attacks, because I can use that intelligence to detect things like DDoS and other forms of cyber attack. Great. We have a question from Stefan, who says, we've seen many healthcare institutions targeted by hackers in France in the past months. Do you expect privacy to become a priority for software providers? Hopefully privacy always was a provider. Let me reframe that question a little bit. So back in February,
of last year, in many jurisdictions around the world, you were not legally allowed as a doctor to have a conversation with somebody over the phone or over a video call. It was illegal, okay? Like you couldn't do it. Then all of a sudden there's a pandemic and everybody went, uh-oh, I think we better change this rule. The question we want to ask is, what happens in 2022 and 2023? Do we go back towards the old privacy security guidelines? And the answer is no. Nobody, I've talked to a bunch of regulators around the world, North America, Europe, Asia, nobody is saying we're going to go back to where we were in 2019. However, there are a bunch of people saying, I think we do need to tighten the privacy concerns a little more than they were during the pandemic. So we're not going to go back to where we were, but maybe tighter than we are today. So I think that's probably the best way of thinking about it. I'm just trying to think about through that. There is no exception to that. I'm thinking about all the conversations I've had. Everybody is saying maybe a little bit tighter than today. Great. So maybe like one last question, and then I'll invite all the other speakers on stage. So Charles asked, so is it a new layer on hyperscaler services? Absolutely. Charles, great question. Absolutely. This is, well, I think the question is, will they charge for it, right? If I am a hyperscaler and I will say, okay, here's my service, and if I go and spend a lot of money in partnership with telcos to provide the intelligent edge, do I say, if you want millisecond or picosecond or whatever it is, 1 millisecond latency, here is an additional service tier, and you gotta pay me money for that kind of service. If you want the processing at the edge, you got to pay for it. Do I think that will happen? Yes. Now, is that a new layer? It depends how you think about it, but is it an additional offering that they have? Yes. Are they already discussing pricing for this? Yes. So I think this is just like, how when you're writing SLA, service level agreements with your cloud provider, there's all kinds of different things you can specify. Intelligent Edge enables a bunch of different SLA features. So yes, I think they will charge for it. Now, what I think becomes interesting over time is I would predict that as the hyperscalers build out Intelligent Edge, this is 3 to 5 years from now, as the Intelligent Edge gets everywhere, they will start bundling it in for free. You will no longer need to pay a premium for it because those points of presence will be there, they will be processing, and they will compete with each other. And basically, if you sign up with Amazon or Google or Microsoft or Alibaba, it doesn't matter who, they will just go, we want your business. You get the Intelligent Edge for free. Now, that's not going to happen right away, but I think that happens over time. On that note, I think it's over to the table ronde. I'll hang around for a second or two, merci, bonne journée à tous. Thank you all for being here for my part of the presentation. Thank you so much, Duncan. If you want to stick around for a little bit, we'll invite all the other speakers on stage, and I will invite Thibaut right now, who is head of partnerships at Lifen. And here you go, Thibaut, if you want to join us. Hi. This conversation is going to be a little bit bilingual, so don't hesitate if you have any questions in English or in French. We can deal with both. So. Bonjour à tous. Merci Charlotte pour le début de la table ronde qui s'annonce très très bien. Donc je m'appelle Thibaut Naline, j'anime la task force santé de France Digital, qui est composée environ de 182 startups, et je suis effectivement aussi directeur des partenariats de Lifen. C'est une startup qui permet aux solutions SaaS de se déployer très rapidement dans les hôpitaux. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 personnes à la table ronde. Donc, Olivier Thierry, qui est CEO de Care, que j'invite à monter sur scène. Je le mets sur scène. Hop, attention à la marche. Je m'étais promis que je n'allais jamais faire cette blague en webinaire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Également, Sylvain Roury, qui est Chief of Sales Officer de OVH. Et enfin, Stéphanie Percher, qui est directrice des opérations de SAP. On est 98 connectés, donc c'est super. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. On a encore une demi-heure. Donc moi, je vais poser un certain nombre de questions à nos 3 intervenants. Mais n'hésitez pas à réagir et je poserai vos questions. J'attends que tout le monde se connecte. Donc ma première question est pour Olivier.
Olivier, je te laisse réagir sur les différentes prédictions qui ont été évoquées maintenant, il y a quelques minutes, pour savoir ce que tu en pensais. On est très en phase, moi je suis très en phase avec les prédictions qui ont été faites, à l'exception d'une qui est la toute dernière sur la notion de sécurité. Nous, on pense très fortement que la notion de sécurité des données de santé va être au cœur de beaucoup des préoccupations et beaucoup des débats dans le futur, dans un futur proche. Et on a vu récemment que certains grands acteurs ont pu prendre quelques légèretés avec ce sujet, mais pour nous, c'est un sujet crucial qui va être sur le devant de la scène. Hormis ce sujet, même en termes de chiffres, d'évolution, etc., tout à fait en phase. On est passé d'une phase de curiosité, de scepticisme vis-à-vis de la téléconsultation à une phase de test, de découverte, d'adoption, où les gens se sont rendus compte que ça marche, c'est pratique, c'est fonctionnel, ça m'évite d'avoir à me déplacer, de perdre du temps, etc. Et on va passer ensuite, j'y reviendrai tout à l'heure, comme tu veux, dans une phase où la téléconsultation va devenir, en tout cas c'est notre vision, ce qu'on appelle de la téléconsultation augmentée ou enrichie, où c'est plus juste un tuyau qui va connecter un patient avec son médecin, mais beaucoup d'autres choses qui vont venir se greffer à ceci pour augmenter la qualité de l'accès aux soins et la qualité des soins prodigués en eux-mêmes. Et justement, par rapport à l'adoption que tu viens d'évoquer, cette augmentation d'adoption, elle vient plutôt des médecins ou plutôt des patients? C'est plutôt les patients qui étaient demandeurs ou plutôt les médecins qui ont… Alors, en fait, ça a été les deux à la fois, surtout lors du premier confinement où les cabinets médicaux étaient fermés. Donc, en fait, le seul moyen de consulter, c'était de téléconsulter, que ce soit par téléphone, par Skype, par une solution sécurisée comme Care ou d'autres. Voilà, donc les gens ont découvert en même temps les patients et les médecins. Et ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est que ça a permis de mettre le pied à l'étrier aux gens qui ont pour certaines solutions de téléconsultation, dont la nôtre, il y a un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé, et donc les gens y reviennent. Et donc on a vu qu'au tout début, les prémices de la téléconsultation, c'était plus pour de la bobologie, c'était les early adopters, les jeunes, les urbains, voilà. Et en fait, ça a complètement changé maintenant, puisqu'on a vu depuis 1 an une proportion des gens seniors adopter la téléconsultation en masse, comme ce que disait Duncan, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme vos parents, ils ont un peu de mal vos grands-parents, ils ont un peu de mal à se débrouiller avec la technologie, mais une fois qu'ils ont découvert le SMS et WhatsApp, ils peuvent plus s'en empêcher, ils vous en envoient beaucoup. Donc avec la téléconsultation, c'est un petit peu la même chose. On a vu également un essor très fort de la téléconsultation de spécialité, qui chez nous maintenant représente plus d'un tiers des téléconsultations. Donc les gens ne téléconsultent pas plus juste pour un bobo, un rhume, etc., mais pour des choses beaucoup plus sophistiquées, spécialisées, et ça va continuer. Et du coup, oui, justement, peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément bien Care. En quelques mots, Care, c'est combien de médecins, de téléconsultations Alors, Care sont des milliers de médecins et c'est près d'1 million de téléconsultations en 2020. C'est le pionnier de la téléconsultation avec accès pour tous en France. C'est de la vidéo depuis le début. Duncan parlait du fait que la téléconsultation dans d'autres pays, c'était essentiellement du téléphone. Nous, on est en vidéo depuis le début. Sur téléphone et sur PC, sécurisé avec compte-rendu électronique, ordonnance électronique, livraison de médicaments si nécessaire, des objets connectés même. Alors, qu'est-ce que c'est que les objets connectés? C'est des choses que l'on met à disposition dans certaines pharmacies partenaires et sociétés partenaires. Par exemple, ça peut être ce genre de choses qui vous permettent d'enrichir votre téléconsultation en permettant au médecin à l'autre bout de la vidéo de regarder dans votre oreille, ou bien en permettant au médecin d'écouter votre… voilà, ça c'est un stéthoscope connecté Bluetooth qui permet au médecin d'écouter votre cœur ou d'écouter vos poumons. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut greffer autour de la téléconsultation. Et surtout, Care, nous avons une approche très, très médicale de la téléconsultation et pas une approche d'équipementier. C'est-à-dire que nous nous sentons responsables de la qualité médicale du début à la fin, du suivi après la téléconsultation, et nous facilitons l'accès en permettant aussi un accès en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux avec les milliers de médecins avec lesquels on travaille, donc de 6h à 23h et même au-delà, y compris le week-end, etc. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que avec la crise du Covid, il y a eu énormément d'acteurs et de petits acteurs, de plein de startups qui se sont créés pour justement aider, faire de la téléconsultation, même via WhatsApp, etc. Je serais intéressé, j'ai 2 questions pour toi.
La première, c'est quelle est ta vision justement sur ce marché, en tout cas en France, avec tous ces acteurs-là, voire même au niveau Europe, au niveau monde? Est-ce qu'il y a pas mal d'acquisitions qui se font en ce moment? Est-ce que tu penses que c'est un marché plutôt où les gens vont être très spécialisés, il y aura beaucoup d'acteurs, ou au contraire, parce que ça demande certaines ressources, etc., il y a plutôt avoir des acquisitions? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, je suis très intéressé justement pour que tu donnes tes prédictions sur 2021-2022, sur le futur peut-être de la téléconsultation, notamment est-ce que tu disais sur les objets connectés et enrichis. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que certains de vous sont trop jeunes, mais au début de l'Internet, il y avait des fournisseurs d'accès Internet locaux. Vous aviez le gars du coin qui fournissait votre accès à Internet. Et puis, bien entendu, tout ça s'est consolidé. Et maintenant, vous avez quelques fournisseurs d'accès Internet en France. Il va en être de même pour la téléconsultation et la e-santé, c'est-à-dire que les besoins de qualité, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de qualité, mais c'est une des très très grandes tendances de fond concernant la santé et concernant la e-santé, c'est-à-dire que on a dans tous les pays des problématiques de non-qualité ou de sous-qualité, que ce soit dans les traitements, l'observance des traitements, les diagnostics, etc., qui sont la next frontier à laquelle on doit s'attaquer. Et donc, pour pouvoir avoir et garantir de la qualité, faire évoluer la qualité, il va falloir faire de la R&D, il va falloir avoir une taille conséquente. Et donc, il est inévitable qu'il va y avoir une concentration à vitesse grand V des acteurs. Donc, oui, il va y avoir des manœuvres de concentration qui vont arriver dès 2021, ça c'est sûr. Et je pense aussi qu'on l'a vu avec les problématiques de vaccins, etc., qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on doit faire au niveau européen et pas juste au niveau français. Et donc, on doit avoir de plus en plus une approche de la santé qui s'entend européenne, en tout cas géographiquement parlant. Donc ça, c'est une de mes prédictions. Donc l'augmentation, ce qu'on appelle l'enrichissement ou l'augmentation des téléconsultations avec des objets connectés, avec des algorithmes, avec des outils, avec des applications d'aide au suivi, au diagnostic, au traitement, etc., etc. Une consolidation, une approche européenne de la santé, des problématiques de sécurité autour des données de santé, et puis aussi une santé, une e-santé qui va être beaucoup patient-centric. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que le patient veut prendre beaucoup plus le contrôle. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis que c'est une observation. Comme dans plein d'autres domaines, le patient devient quelqu'un qui a de l'information, ou en tout cas qui a la capacité d'aller chercher de l'information, qui devient extrêmement exigeant. Et donc, aujourd'hui, avant, vous aviez le médecin de famille, ou le médecin de campagne, le médecin de la ville, et puis voilà, vous restiez avec lui. Maintenant, vous avez des patients qui changent de médecin traitant, tout simplement parce que leur médecin traitant, la dernière fois, il leur a mal parlé, ou qui arrive chez le médecin en disant « j'ai lu sur Google que, donc voilà, je vous challenge, etc. » Donc, on a aussi un phénomène d'exigence de plus en plus grande du patient. Très bien, mais merci beaucoup Olivier. Sylvain, j'ai quelques questions pour toi. Donc, tu peux peut-être présenter aussi OVH, parce que tout le monde connaît OVH, mais en fait, en lisant un peu moi des informations sur OVH, j'étais surpris de la taille d'OVH en fait. Et donc peut-être te présenter rapidement OVH et après de nous dire aussi tes réactions par rapport aux prédictions qui ont été évoquées. Oui, bonjour à tous. Donc OVH Cloud, c'est un opérateur cloud français, leader européen parmi des géants qui sont souvent évidemment américains ou chinois. On fournit des services cloud à partir du monde entier. En fait, nous avons aujourd'hui 32 data centers partout dans le monde, aussi bien en Europe qu'en Asie, qu'en Amérique du Nord. Un peu plus d'1,6 million clients aujourd'hui qui viennent d'un peu plus de 120 pays. Il faut savoir que l'activité d'OVH, c'est effectivement à 60% en dehors de France. Et un peu plus aujourd'hui 2400 collaborateurs qui travaillent au quotidien. Donc nos clients sont aussi bien des entrepreneurs, des petits pros, énormément de sociétés de la tech, dont le business model tourne autour de la performance de leur infrastructure IT, et bien sûr des grands groupes qui sont dans la migration vers le cloud, dans l'accompagnement, qui viennent chercher chez OVH Cloud donc des ressources IT, souvent à travers leurs relations avec des sociétés qui les accompagnent dans l'intégration ou dans le management de toutes leurs solutions. Donc c'est aujourd'hui comme ça que nous servons le marché. Et alors donc sur les prédictions, quelle est
Alors sur les prédictions, alors je peux pas me permettre de contredire les prédictions de Deloitte, qui sont bien sûr Deloitte est un partenaire de OVH Cloud, mais j'amènerais peut-être une petite aspérité autour de l'observation du move to cloud et qu'il n'y a pas de problème. En fait, je pense qu'effectivement, là où je suis d'accord, l'accélération a été significative, néanmoins contrainte. Et dans cette accélération, on se rend compte que, par contre, un des bienfaits, c'est que les gens comprennent beaucoup mieux aujourd'hui ce que c'est que le cloud, parce que à être pressé d'y aller pour certains applicatifs, notamment le télétravail ou l'e-commerce, eh bien, les gens, il y a eu une espèce de crash test ou un crash course pour essayer de comprendre ce qu'il y a, et on est rentré un peu plus dans le détail. Et je pense qu'il est aujourd'hui important de comprendre que dans ce move to the cloud qui s'accélère, il y a quand même une prise de conscience, notamment européenne, qui a donné lieu à des mouvements qui aujourd'hui prennent de l'ampleur ou se structurent, notamment comme GaiaX, afin de quand même accompagner ce mouvement qui est quand même très prometteur de structures qui permettent de respecter l'ADN européen, notamment autour de la protection de la donnée. Et donc là où je rejoins les prédictions, et donc notamment sur cet aspect du move to cloud et de son accélération, je dis simplement que les entreprises aujourd'hui y vont avec une meilleure connaissance, et que si je devais aller plus loin dans les prédictions, il y a deux choses qui sont fondamentales. La première, c'est que les éditeurs logiciels, quelle que soit leur taille, vont devenir une des pierres angulaires de la migration du cloud de l'ensemble des autres entreprises qui n'ont pas un business model qui tourne autour de la performance technologique, et que donc ces entreprises-là vont s'appuyer sur le moteur du cloud pour servir d'autres entreprises, et ces entreprises-là vont devoir se poser aussi les bonnes questions par rapport à leur racine cloud pour savoir si elles peuvent réellement permettre aux citoyens, clients, collègues de se projeter en toute sécurité dans le cloud. Et puis le deuxième point, c'est vraiment de comprendre comment je peux faire une matrice de l'ensemble de mes applicatifs et données. Je pense que c'est quelque chose qui va devenir monnaie courante dans toutes les entreprises. Chaque entreprise va se poser à un moment donné, se dire voilà tout ce que je fais, voilà tout ce que je traite comme données, et je vais donner une matrice pour réellement déterminer qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est purement transactionnel, pour avoir réellement le contrôle complet de ce que nous faisons, et d'être en mesure de piloter ces priorités et non pas de les subir. Quelques exemples très clairs, des choix qui ont été faits de basculer dans le cloud pour un traitement de la donnée d'un certain nombre de citoyens. On se rend bien compte aujourd'hui qu'avec la précision du RGPD et notamment l'ARECHREM 2, eh bien, les cartes sont rebattues. Donc, c'est vraiment ces questions-là qui vont devoir se poser. Et donc, il y a un move to cloud qui est vraiment en train de s'accélérer. Par contre, il se fait de manière plus éclairée. Et je pense que les entreprises et même les particuliers vont continuer à se poser les questions pour réellement avoir les idées claires sur quel choix je dois faire pour être vraiment en contrôle de ma destinée. Et alors, en parlant justement de contrôle, on l'a évoqué tout à l'heure, Duncan en a parlé sur la cybersécurité. On l'a vu, c'est le sujet, en tout cas pour les hôpitaux, il y a eu énormément d'attaques. Beaucoup d'hôpitaux hésitent. Le marché de la santé, c'est quand même un peu un des seuls secteurs où il n'y a pas eu encore de grosses révolutions de transformation dans le digital. Et je pense que ça va être 2021 va être une année charnière. Est-ce que en quoi finalement le cloud est peut-être accélère peut-être la cybersécurité ou pas? Sylvain, est-ce que tu as une... Je pense que bon, il y a un effet volume professionnalisation qui fait que on peut, à chaque fois c'est des moyennes, donc ça cache des disparités, mais en moyenne on peut considérer qu'une infrastructure cloud, si elle est dans les règles de l'art bien mise en place, est peut-être plus sécurisée qu'une infrastructure on-prem à un moment donné. Je suis pas certain en tout cas, je préfère pas m'avancer sur le fait que parce qu'on accélère sur le cloud, va y avoir une relation de cause à effet sur la baisse de la cybercriminalité. Et d'ailleurs, on le voit bien, les points d'entrée de la cybercriminalité ne sont pas forcément des choses qui viennent parce que je suis connecté au cloud ou pas. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que, en fait, souvent ça arrive par des opérations de phishing, des choses qui sont assez basiques et standards, qui existent depuis la nuit des temps et qui prennent peut-être une proportion différente aujourd'hui, notamment dans le secteur de la santé. Donc, je pense que la cybersécurité doit progresser en même temps que le cloud, et elle est en train de le faire. Je pense que ça participe aussi, par contre, à l'accélération de la compréhension et de la compétence de chacun autour des sujets IT. Il y a un côté quand même, on a
tous eu peut-être tendance à consommer l'IT de manière assez simple et facile, hein, grâce à des applications, ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, que ça devient vraiment central dans notre quotidien, accéléré par cette pandémie, je pense que les gens prennent conscience de ces enjeux de cybersécurité, de ces enjeux de transparence sur mes données, de ces enjeux de réversibilité technologique pour plus d'agilité, ce genre de choses. Donc, voilà, je pense que c'est un sujet pour moi, comme le contrôle des données, comme la réversibilité, c'est un enjeu qui s'accélère en même temps que l'adoption. Super clair, merci Sylvain. Stéphanie, donc directrice des opérations de SAP. SAP, j'ai cru comprendre, était aussi un super levier pour les startups parce que vous avez un programme qui est extraordinaire. Je serais très intéressé pour que tu précises un peu qu'est-ce que vous faites avec les startups et finalement avec la crise de Covid, en quoi il y a eu une accélération très forte de cet accompagnement pour les startups. Alors, merci beaucoup Thibaut de m'accueillir de cette table ronde. Déjà, je tiens juste à revenir juste sur les prédictions de Duncan qui vont exactement, je ne peux que m'enthousiasmer pour ces prédictions puisque SAP se dit absolument faire le virage du cloud et depuis quelques années, donc va être The Cloud Company. Et effectivement, on observe un fort souhait de digitalisation des entreprises, de remise à niveau de leur business model et de passage notamment dans le cloud avec des hyperscalers. D'ailleurs, il en parle, Duncan, dans sa présentation, notamment avec Microsoft, de AWS, Google, enfin, j'en passe des meilleurs. Nous, chez SAP, on a décidé très vite que le domaine de la e-santé, d'abord, n'était pas que le domaine de la téléconsultation, mais était aussi le domaine de la e-santé sur d'autres sujets. Par exemple, l'intelligence artificielle pour accompagner les tests cliniques. On a plusieurs facettes. Je dirais que la e-santé est plurielle. Et on a vite compris que c'était un marché de start-up. D'ailleurs, je pense que vous en êtes le parfait exemple, Thibaut. Et SAP a mis en place, vous imaginez bien, un programme d'incubateur de start-up qui s'appelle Sapaio et qui chaque année va, on va dire, recruter des cohortes sur des thématiques. Et en 2019, donc avant la crise Covid, on avait une cohorte qui partait de New York et qui était la cohorte e-santé. Donc à ce moment-là, on a incubé, recruté des startups dans ces domaines-là. On les a aidés à monter leur business case, leur business plan, potentiellement à les positionner chez certains de nos clients. Donc ça, on avait lancé ça en 2019. En France, là, cette année, on a commencé l'année sur plutôt l'agribusiness. Mais à Berlin, en 2021, donc cette année, à l'automne, on relance une cohorte et on a fait un appel à candidature pour toutes les startups dans le domaine de la e-santé. On le fait évidemment à Berlin. Comme vous le savez, SAP est partie prenante de Gaia X, des réflexions justement sur ce dont parlait Sylvain, les velléités d'un cloud, d'une souveraineté européenne du cloud, pour pouvoir échanger les données en transparence, dans un environnement de confiance, et évidemment favoriser l'interopérabilité, la portabilité et toutes les questions que traite notamment Gaia X. Donc, je sais que vous êtes de nombreuses startups, vous êtes connectés. Voilà, nous, on est toujours intéressés d'aider des startups à monter, mais on a aussi des programmes pour aider les licornes, donc les scale-up, on va dire des startups qui sont déjà dans une phase de croissance, qui sont dans une phase de croissance très, très forte. On va les accompagner et sur leurs applications métiers, parfois, dans certains cas, et aussi sur par exemple, comme on a fait chez Olivier, chez Quer, sur la gestion de leur core business, de la gestion au quotidien de leur entreprise. Et donc, SAP, on est quand même très intéressé par ce domaine de la e-santé. On a, par exemple, en Allemagne, on a été à l'origine de la création Stop Covid. Donc, c'était l'application qui a généré, il y a eu 24 millions d'utilisateurs en Allemagne qui utilisent cette application. Et enfin, je pense que c'est important quand même de le citer, SAP accompagne Moderna, qui fait partie donc des 4 grands, on va dire, vaccins. Et on les accompagne pas seulement sur la gestion de leur business, leur business propre, corps, mais aussi sur toute la sérialisation et la distribution du vaccin, le respect des normes et des certifications pour éviter les contrefaçons, enfin bref, tout ce qui fait partie de la vie de la création d'un vaccin et son utilisation avec les fournisseurs nécessaires. Bien. Merci beaucoup Stéphanie. Alors justement, j'ai une question plutôt pour tous les trois. En fait, on l'a vu avec la crise de la Covid, il y a eu une explosion, notamment de la téléconsultation et d'autres cas d'usage. Ça a eu un impact à la fois chez des petites startups ou des grands industriels où il fallait réagir vite et
pas forcément changer de business model, mais être robuste parce que, par exemple, avoir un certain nombre d'utilisateurs. Comment vous avez pu réagir respectivement? Ça a eu quoi comme impact? Parce que quand on prend Zoom, par exemple, d'un coup, il y a eu des millions de users sur Zoom, ils ont dû réagir. J'imagine que ça a dû avoir un impact respectivement dans chaque entreprise ou dans les entreprises que vous accompagnez, comme tu disais, Stéphanie, quand tu accompagnes des startups, effectivement, au fil de l'eau. Olivier, Sylvain, Stéphanie. Oui, Ouais. comme toi, la téléconsultation. Oui, ça a eu un impact fort sur nous et nos équipes. Ça nous a forcé à recruter et à intégrer beaucoup de gens en plein confinement, donc à distance, des gens qui n'ont pas rencontré leurs nouveaux collègues pendant des mois. Et surtout, tout simplement, ça a forcé les équipes à mettre les bouchées doubles et les bouchées triples, c'est-à-dire à travailler beaucoup plus le soir, le week-end, plus rapidement. Et je ne les remercie jamais assez parce que ils ont tous énormément donné. Voilà, c'est comme chez Amazon quand c'est la période de Noël, tout le monde est dans les entrepôts, je crois, à faire des paquets. Ben là, ça a été la même chose. Et est-ce qu'il y a eu du coup un impact organisationnel, je sais pas, même par exemple, ou même en termes de système d'information, Sylvain, tu vois, chez OVH, tout d'un coup, il y a eu des gens qui se sont dit il faut travailler différemment parce que c'est pas possible. Il faut, je pense à ça parce que il y a eu notamment, j'ai discuté avec le DG de la DINUM qui nous disait que finalement, les fonctionnaires, il y en avait peu finalement qui faisaient du télétravail. Et en fait, ils avaient mis en place un système pour que une bonne partie des fonctionnaires puissent faire du télétravail pour continuer en fait à pérenniser le service public. Ça avait été un impact énorme, un gros chantier du gouvernement. Donc toi, Sylvain, tu as vu ça ou pas? Enfin, Oui, absolument. Ouais. Non, enfin, du jour au lendemain, sur le premier confinement en France, moi j'habitais en Allemagne à l'époque, donc c'était différent, mais sur le premier confinement en France, faut voir que du jour au lendemain, en termes de ressources demandées, ça augmente très très fort. Donc déjà, nous, en tant qu'opérateur cloud, ça demande une réaction immédiate et une réorganisation. Donc on est passé à une production avec des shifts où on travaillait 20 heures sur 24 pour produire. Alors, OVH, on a une petite particularité, peut-être que vous ne savez pas, mais nous concevons nous-mêmes les serveurs, donc vraiment la matière première qui sert à créer la puissance IT, que ce soit en stockage ou en compute. Donc ça, effectivement, tout de suite, grosse réorganisation industrielle chez nous, évidemment, avec tout ce que ça veut dire en termes de chaîne d'approvisionnement. Et puis ensuite, la mise à disposition, parce que là, on est en plein dans la promesse du cloud, cette capacité à pouvoir augmenter ses ressources pour pouvoir accompagner cette croissance. Alors, évidemment, qu'on peut voir dans le domaine de la santé, le secteur public, je suis désolé de le dire, mais on a bien vu qu'en France, on n'était pas prêt à basculer les centaines de milliers de fonctionnaires en télétravail. Donc, ça a été quand même vraiment dans la douleur. C'est-à-dire que c'était pas une question de ressources, c'était une question vraiment d'organisation, de moyens même. Simplement des ordinateurs, des logiciels qui peuvent fonctionner à la maison. Ce qu'on m'a dit, en fait, le DG de la DINUM me disait que en mars 2020, il y avait 90 000 agents en France au niveau d'État qui avaient un ordinateur portable. Il y en avait 30 000 qui faisaient un tout petit peu de télétravail sur 400 000 agents. Et quand même, le 1er de février 2021, il y en avait 250 000 qui étaient en full télétravail. Donc, moi, je salue quand même l'effort qui a été fait parce qu'on partait de loin. Absolument. Oui. En mars, c'était très difficile, mais après, voilà, les choses se sont organisées. Donc, oui, ça a une organisation, ça demande une organisation. Je voudrais revenir aussi sur le fait que cette pandémie, et on le voit dans beaucoup d'annonces qui sont faites récemment, évidemment, on voit que les éditeurs logiciels, les applicatifs, tout ce qui tourne autour de la mise à disposition d'un outil de travail de manière digitalisée, ont énormément bénéficié de ça. Et donc, ce qui a été important, donc en tout cas, ce qui s'est beaucoup vu chez nous et ce qui a changé beaucoup d'organisations, c'est vraiment cette capacité à devoir accompagner pour faire grandir les organisations, donc scaler. Et là, on est vraiment dans le cœur de la promesse du cloud. J'attire l'attention aussi sur le fait que parfois aussi, on a vu des limites d'un certain nombre d'applicatifs qui ne pouvaient pas scaler. Et c'est important de le comprendre que dans la promesse du cloud, c'est la transformation du cloud, bien comprendre que scaler quelque chose qui est juste compatible avec le cloud, à un moment donné, on va toucher les limites. Et on a touché les limites sur un certain nombre d'applicatifs. Par contre, scaler quelque chose qui est cloud natif, qui est nativement créé dans le cloud, là, pour le coup, on était vraiment sans aucune difficulté. Et puis enfin, on a vu quelque chose d'extraordinaire, une forme d'arbitrage pratiquement géopolitique ou géoéconomique, puisque au pic des confinements des différents pays dans le monde, certains grands acteurs du cloud ont dû privilégier des plaques plutôt que d'autres pour donner des ressources.
Donc ça, c'est quand même un phénomène unique pour lequel on a été confronté. Alors, un peu moins visible que la pénurie des masques, hein, je vous l'accorde, mais réel. C'est-à-dire que dans une économie 100% dépendante du digital, à un moment donné, il a fallu arbitrer et dire je vais mettre plutôt mes ressources sur telle zone géographique parce que je décide que c'est là que voilà, c'est ma priorité. Et ça pose un vrai problème pour des entreprises globales. Merci beaucoup, Sylvain. Est-ce que vous avez des questions, le public, pour Stéphanie, pour Olivier, pour Sylvain? Vous avez peut-être même des prédictions que vous voulez partager. Il nous reste encore quelques minutes. Ou alors, est-ce que c'était super clair? Est-ce que vous avez des mots de la fin de votre côté, Stéphanie, Olivier, Sylvain? Des choses à aborder, des sujets? Alors moi, je vais peut-être juste vous dire que je fais partie des cheveux blancs. Donc moi, j'ai vu le début. J'ai l'impression que je suis un peu au milieu en ce moment, mais au départ, la tech, c'est une fantastique promesse. Tout est possible. Il y a des perspectives hallucinantes et ce genre de choses. Depuis quelques années, on aborde ce sujet sous le prisme du risque, voire parfois de la peur. Je souhaite fondamentalement qu'on reste sur le chemin de l'opportunité, des lendemains qui chantent, de la créativité, mais par contre éclairé, parce que forcément, en faisant, on a appris et on voit très bien qu'on peut faire des choses. Et donc, j'espère que la meilleure des prédictions, c'est qu'on soit tous à continuer à innover, à entreprendre autour de la tech, grâce à la tech, en contrôle, en pleine connaissance, sans subir, pour pouvoir être positif sur ce sujet et non pas toujours regarder le sujet de la tech maintenant au prisme de OK, je fais un risk assessment. On a basculé de consulting pour faire des business plans, des lendemains qui chantent, à maintenant consulting pour faire du risk assessment dans certaines transformations. Je pense que voilà, conservons le meilleur de la promesse. Merci beaucoup, Sylvain. Stéphanie? Je peux aller dans le sens de Sylvain. Effectivement, la tech a de beaux jours devant elle. Il faut effectivement que ça soit considéré comme une opportunité et pas un risque. Nous, SAP, on accompagne vraiment depuis longtemps nos clients sur justement ce business de transformation, notamment avec la mise en place du projet RISE, la Business Transformation as a Service. Donc, j'engage vraiment, puisque je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de startups qui sont connectées à continuer dans cette direction, à avoir des idées, à être créatifs. La France a des beaux jours devant elle. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous joindre à SAP, à venir voir sur le site pour participer à une prochaine cohorte. On serait ravis de vous accueillir. Ça sera quand la prochaine cohorte, Stéphanie? Alors là, en ce moment, sur l'agribusiness, c'est en ce moment même. On a des recrutements. Sur la santé, c'est Berlin à l'automne. Et je vais quand même regarder sur la France quand est-ce qu'on va passer sur la e-santé. Super. Voilà. Olivier, le mot de la fin. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Essayez Care, vous en serez ultra satisfait. C'est l'application de santé sur les App Store et Google Android qui a la meilleure note dans la catégorie santé. Voilà. Mais je reviens sur ce qu'a dit Sylvain. Effectivement, il faut qu'on fasse. On est entre nous dans les techos là, etc. Mais il y a beaucoup de gens, y compris dans les syndicats, les pouvoirs publics, etc., qui font de la technophobia et qui disent attention et qui sont debout sur le frein. Et donc ça, c'est un vrai sujet que d'arriver à surmonter les peurs primales et d'arriver à aller dans le bon sens et à bien convaincre les gens qui ont du mal à être convaincus par même des choses évidentes aujourd'hui, que la technologie est là pour aller dans le bon sens, pour faire le bien, pour humaniser la médecine et plein d'autres choses. Et non pas pour devenir un espèce de monstre dont il faut avoir peur. Merci beaucoup, Olivier. Charlotte, je ne sais pas si on a dépassé de 5 minutes. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont en train d'écrire, donc on voit si c'est une question. En tout cas, c'est des prédictions très positives pour faire un petit circle back jusqu'à Duncan. Je ne sais pas s'il est encore connecté, mais en tout cas, merci à tous pour votre présence et puis pour vos réponses. J'espère que ça a plu au public et puis on se retrouve très très vite. Et n'hésitez pas si vous avez des actualités à nous partager. C'est ça, et n'hésitez pas. Donc je vois qu'il y a Fabrice qui est connecté.
Donc à contacter Fabrice ou Charlotte pour la task force, notamment. Enfin, il y a plein de task force chez France Digital sur différents secteurs, dont la santé, où il y a un peu plus de 200 startups. Demain, on a justement, on est en train de faire une position paper pour accompagner la France sur justement le gros sujet France Relance et la stratégie digitale. Donc c'est exactement ce que disaient en fait Olivier, Stéphanie et Sylvain, c'est que il y a plein de belles choses à faire. On est tous hyper motivés. On faut travailler ensemble. Donc n'hésitez pas. Quand on joue collectif, ça se passe toujours mieux, quoi. Tout à fait. Et si vous avez des questions sur la French Tech Grand Paris, n'hésitez pas aussi, qui est la communauté francilienne des startups. Voilà. Et stay tuned parce qu'on a pas mal de choses qu'on vous prépare. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir Thibaut. Merci à tous. Au revoir.